Dustin Poirier a tout à perdre. Benoît Saint-Denis a tout à prendre. Face au mur, c'est sûr que Dustin Poirier va sortir le grand jeu face au Français qui vient toujours pour tout arracher. De toute sa carrière, Dustin Poirier n'a jamais perdu 2 fois de suite. Il revient toujours plus fort de ses défaites. L'Américain cherchera à stopper la hype du God of War invaincu en lightweight. Que se passe-t-il lorsqu'une force infinie rencontre un obstacle insurmontable? C'est la question qu'on va se poser dans ce Coach Talk. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fight Minds, le média où nous analysons l'art de la bagarre et où nous étudions la science de la violence. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Aldric, première question. Avons-nous déjà vu un combattant comme Benoît Saint-Denis à l'UFC, ou en tout cas, qui aurait le profil le plus semblable? Très honnêtement et très franchement, non. Et on ne parle pas de niveau. Quand on parle de combattant, il y a les skills, il y a le physique et il y a le capital confiance. Donc, effectivement, à l'instant T où ce combat va se dérouler, il y a très très peu de combattants qui ont le même profil que Benoît, parce que Benoît est dû au mal, parce que Benoît amène une guerre psychologique, et surtout, et c'est surtout ça le plus important, on l'a dit dans pas mal de coach talk, et je le redis, aujourd'hui les skills et tout c'est important bien sûr pour arriver à l'UFC, mais pour passer de très haut niveau à champion ou de haut niveau à très haut niveau, ben, c'est la confiance. C'est la confiance que tu vas mettre en toi, la confiance que tu vas mettre dans tes mouvements, c'est la non-hésitation avec la pression qui est autour de toi. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, Benoît, il est full race pour ceux qui jouent au poker là-dessus. Et c'est ça qui va être très difficile à contenir dans ce duel. Ouais, en fait, je pose la question parce que je trouvais ça intéressant de me dire, ok, est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un comme Benoît Saint-Denis? Et si oui, comment le battre? Parce que la réalité, c'est qu'il est invaincu en lightweight. Sa seule défaite, elle remonte à son seul step-up à l'UFC en welterweight pour ses débuts. C'était en short notice. Voilà, il y a tout un narratif autour. Et donc, c'est difficile de se dire, à la place de Poirier, je vais répliquer ce que ce mec a fait. Donc, moi, j'ai fait l'exercice et je me suis dit, les profils qui se rapprochent le plus de Benoît Saint-Denis en termes de j'ai des compétences qui sont dangereuses, mais en plus de ça, j'ai une confiance en moi qui me fait partir à la guerre. Prime, Carlos Condit pour l'agressivité et l'activité, ouais. Mais il n'a pas du tout le niveau de lutte offensif que a Benoît Saint-Denis, et ça change tout en fait, ça change tout dans l'approche, parce qu'en fait quand tu fais face à Carlos Condit, tu sais que le mec, il va te rentrer dedans, que ça va être compliqué debout parce qu'il a une variété d'attaques, il attaque de tous les angles, il est agressif, il a confiance en son menton, c'est un vrai guerrier. Par contre, il n'a pas de sa lutte offensive, donc tu n'as pas cette crainte, tu n'as pas cette appréhension de la lutte. Ceci étant dit, je trouvais que les défaites de Carlos Condit à son prime, j'insiste à son prime, sont intéressantes tout de même. Tu as Demian Maia, takedown, prise de dos, soumission. Surtout Lawler et Johnny Hendricks, capable de répondre à l'agressivité avec des impacts immédiats plus puissants que les impacts cumulés de Carlos Condit. Alors oui, Carlos Condit frappe moins fort que Benoît Saint-Denis selon moi. Et puis finalement, Georges Saint-Pierre qui a juste été capable de gérer la direction du combat pour pouvoir l'emporter. Donc je trouvais cette analyse intéressante pour structurer et mettre les fondamentaux de ce podcast. Est-ce que tu rejoins un peu cet angle? Non, mais je suis d'accord avec toi. Et je suis surtout d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire il faut être capable de le gérer debout, il faut être capable de... Parce que c'est rare, Benoît il a un profil qui est casse-pied quand même, parce que des mecs qui vont à la guerre, il y en a. Là maintenant, tu parlais de Johnny Hendricks, on peut parler de Dan Hooker, on peut parler de plein de gens, de Brad Riddle, tu vois, des mecs qui viennent et qui ont du tout l'intention de reculer, et quand tu signes le contrat, tu sens que ça va être une soirée compliquée. Moi, j'appelle ça les soirées aspirine. Il y en a. Mais là, il y a de la lutte offensive et encore pire, il y a
du jiu-jitsu brésilien, il y a du travail sur le dos. Donc, c'est vraiment compliqué. Tu vois, le dernier combat c'était Moïcano, je crois, contre Riddle, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Ben, il n'a surtout pas géré le problème de la guerre. Il a mis sur le dos pendant 2 rounds mais il n'y avait aucune dangerosité de Brad sur le dos et combat. Benoît, tu peux pas. C'est-à-dire que la plupart des mecs qui viennent guerre avec 2 fers à repasser dans les mains et qui sont capables d'aller jusque à un état de fatigue tellement important, ils lâcheront pas la. Souvent, ils ont des faiblesses. Tu sais que tu peux les amener dans un angle du combat où ils seront inoffensifs, mais où tu vas pouvoir laisser le temps s'égrener. Ce qui est compliqué avec Benoît, c'est que c'est pas le meilleur en tout, mais il n'y a aucun moment où il peut pas être capable de générer un scramble ou de te renverser, voire de te soumettre. Tu vois, donc, et au moment où on se parle, le différentiel d'expérience et tout ça, il est comblé par la confiance en soi. Donc, c'est un combat. Et de toute façon, regarde, euh, si tu vas des petites enquêtes sur les mecs de ATT, que tu regardes un petit peu les stories, que tu regardes avec qui ils s'entraînent, tu vois qu'il le prend très, très au sérieux, ce combat. Très, très au sérieux. Et d'ailleurs, je te renvoie la balle en mettant une petite touch, pardon. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est un choix parce qu'ils sont partenaires d'équipe aussi, mais le choix de Gamrot, notamment pour ce qu'il est capable de faire sur le dos, me plaît énormément parce que Mateusz Gamrot est capable de faire des renversements en garde ouverte. Et, pardon. Et il est capable de faire un peu du Benoît Saint-Denis sur le dos. Et ça, donc, rien que pour ça, déjà, je trouve le choix de Gamrot extrêmement judicieux. Pareil pour la lutte. Gamrot, c'est pas un lutteur. C'est un mec qui vient du grappling à la base, tout comme Benoît. Et il shoot au timing. Il ne shoot pas avec du chain wrestling. C'est pas de la lutte comme tu pourrais voir un mec qui a été en université de lutte et qui a des systèmes codifiés. C'est des mecs qui shootent en fonction du timing. Et pareil, je trouve que ça ressemble beaucoup à Benoît. Donc là déjà, choix de sparring, 10 sur 10 pour Mateusz Gamrot. C'est assez marrant que tu me parles de notre ami Mateusz Gamrot parce que tu vas rigoler. J'ai passé 1 heure ce matin à regarder qui avait les stats les plus similaires à Benoît Saint-Denis, puisque j'avais du mal à trouver un profil similaire à lui d'un point de vue style et d'un point de vue analyste. Donc je sais que les stats, il faut pas trop s'y fier, mais je trouvais l'exercice assez intéressant. Et en fait, Benoît Saint-Denis, c'est l'intermédiaire statistique entre Dvalishvili et Dricus du Plessis. En fait, c'est très facile de trouver quelqu'un aussi actif que Benoît Saint-Denis debout. On va prendre Vicente Luque, ils ont vraiment des statistiques debout assez similaires. Ou en takedown, et celui que j'ai trouvé qui a une activité d'amener au sol similaire à Benoît Saint-Denis, c'est Mateusz Gamrot. Par contre, trouver quelqu'un qui a autant d'activités debout et autant d'activités en recherche de takedown et en recherche de soumission, c'est un bordel, c'est quasi introuvable. En fait, Merab, il touche un peu moins debout que BSD. Il est un peu moins actif, évidemment, dans sa recherche de soumission. Par contre, il est plus actif dans sa recherche d'amener au sol. Dricus du Plessis, il touche un peu plus debout que Benoît Saint-Denis, mais il est un peu moins actif dans sa recherche de takedown et de soumission, mais on est vraiment sur des volumes très hauts. Et donc, en fait, c'est marrant parce que tu dis, statistiquement, Benoît Saint-Denis, il est à l'intermédiaire entre un mec qui a 10 victoires d'affilée, Merab Dvalishvili, et le gars qui vient d'être champion en middleweight. C'est quand même assez impressionnant. Alors oui, l'adversité n'est pas la même. Benoît Saint-Denis, il est en train de faire son ascension, alors qu'on a un Merab qui est déjà à son title shot et un Dricus qui a fait son chemin vers le title shot pour devenir champion. Mais je trouvais ça assez intéressant d'un côté de me dire que si tu veux retrouver des stats similaires, tu dois aller chercher des mecs ultra, ultra bien placés avec une série de victoires. Et si tu veux isoler la partie pied-point ou la partie lutte, tu vas tomber sur Mateusz Gamrot, avec qui Dustin Poirier est en train de s'entraîner. Donc, le choix du sparring partner, selon moi, du côté de Dustin, est excellent. Excellent. Oui, et pareil, tu vois, il s'est entouré, il fait un vrai camp, et c'est super intéressant de voir ça parce qu'on va voir vraiment le meilleur Dustin qu'on puisse avoir, et ça permettra vraiment de situer Benoît par rapport au très très haut niveau mondial. Il y a mais il y a quand même une très grosse complexité quand tu veux faire le camp de Dustin, même si il y a énormément de sparring à ATT, même si
il y a une habitude de sa part de faire des gros camps. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. On sait qu'il doit en être peut-être à 14 ou 15 combats de très très haut niveau dans sa carrière. Mais il y a des difficultés. Il y a, comme je te le disais, donc, ce niveau de jiu-jitsu qui est très peu exploité en MMA. Ça, c'est vraiment moi qui essaye de faire des camps et qui fait, là tu vois en ce moment où on se parle, je fais 3 ou 4 camps en même temps, même si c'est pas 4 camps UFC, c'est des camps qui demandent du travail et de l'investissement. Quand tu regardes les profils des adversaires que tu as, et je te parle de ligue mineure en allant jusqu'à l'UFC, tu as quand même peu de gens qui se servent du jiu-jitsu. Souvent on arrive à oui, c'est une black belt de jiu-jitsu et au final tu te rends compte que le mec ne cherche pas du tout le sol, tu vois. Mais là, un mec est capable de travailler, qui n'hésite pas à travailler sur le dos, qui a cette dangerosité-là, c'est rare. Et ça, c'est une première complexité. Je dirais que la deuxième complexité, c'est quand même le duel gaucher-gaucher. C'est rare. Ouais. C'est rare. Et en plus, quand ça arrive, des fois, c'est un peu soit des gauchers contrariés. Quand j'appelle gaucher contrarié, je vais m'expliquer. Je vais parler de lutteurs qui ont commencé à boxer après avoir établi leur garde de lutte. Ça arrive encore, hein. Il y a encore des mecs aujourd'hui, on n'est pas que sur des purs produits 100% oui. MMA. Donc les lutteurs qui ont commencé à travailler avec la jambe forte devant, eh ben, ils vont avoir une garde de gaucher. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des gauchers contrariés. Et donc ça arrive, mais c'est pareil, des gauchers qui kick. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, il a une complexité. On met le capital confiance de côté. Le gabarit, pareil. Tu vois, on n'en parle pas souvent. Souvent, on se donne des limites. La France, on se dit, ouais, on arrive dans ce sport, il est légalisé depuis pas longtemps. Mais force est de constater, quand tu vois des Kevin Jousset, des Benoît Saint-Denis, qu'en termes de gabarit, aujourd'hui, on sait faire un cut. On sait optimiser le corps de par la musculature, la masse grasse et tout ce qui va avec. Et on n'a pas du tout à être ridicule en termes de gabarit. Je pense que Benoît, c'est un des plus gros de la KT. Et que même si Dustin est gros, il n'y aura pas un avantage physique là-dessus. Je pense que les deux seront aux alentours des 82 kilos au moment du combat. Donc, c'est gros. Et là-dessus, il n'y a pas d'étoile... pour Dustin qui a déjà eu, hein, on le sait, il a déjà eu l'avantage en termes de gabarit. Ce ne sera pas le cas. Donc il y a des problèmes. Franchement, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Et pour terminer, il y a un adversaire, tu le sais, qui va... Je ne sais pas s'il sera... Je ne pense pas que Benoît sera constant sur 5 rounds à ce rythme-là. Je suis honnête. Je pense que même s'il s'entraîne très dur, le rythme qui est le sien sur les 2 premiers rounds, il n'arrivera pas à les tenir en tout cas sur 5. Donc en plus, tu sais que tu vas être pris à proie et que c'est un mec qui ne va pas lâcher l'affaire en termes de rythme, qui va être très très élevé. Donc il y a ces 3 contraintes qui sont d'après moi très difficiles à appréhender et qui demandent un camp complexe et complet. Ouais, c'est exactement ça. On en avait déjà parlé, hein. C'est comment tu fais pour te préparer à une guerre, surtout quand c'est pas spécialement toi qui va l'imposer. Et ici, on doit partir du principe que c'est Benoît qui va vouloir rentrer dedans. Et donc, ma conclusion en fait, hein, de mon analyse statistique et de ma recherche d'un profil le plus similaire possible dans le passé en MMA par rapport à Benoît Saint-Denis, c'est que ce soit pour Dricus, pour Merab ou pour Condit, soit tu dois être à un niveau de compétence qui est drastiquement supérieur pour le dominer. Je vais prendre l'exemple, Georges Saint-Pierre contre Condit, il était largement au-dessus, ça lui a permis de dominer 4 rounds sur 5 et d'aller chercher la victoire. Soit on a un aspect du jeu où on est largement au-dessus et on arrive à y aller. Donc ici, ça va être l'exemple de Demian Maia contre Carlos Condit. Il a réussi à l'amener au sol, lui prendre son dos directement, l'étrangler. Darren Till l'a presque fait contre Dricus. Il a vraiment ennuyé Dricus debout. Ou alors la dernière solution, c'est accepter de rentrer dans le jeu de l'adversaire, donc d'aller à la guerre et de le battre là, comme l'a fait par exemple Lawler contre Condit, Ricky Simon au final contre Merab, ou presque Moraes contre Merab, ou presque Brunson contre Dricus du Plessis. Tu acceptes d'aller dans leur jeu qui est en fait la guerre, c'est j'avance, je t'envoie du volume debout,
je t'envoie des takedowns, je cherche des soumissions, et tu acceptes d'être dans un truc un peu chaotique, guerre, etc., etc. Et, euh, et tu t'en sors comme ça. Donc tu dois te préparer à ça. Et donc voilà, pour moi, Poirier, il a deux options en fait. Soit il se dit, ok, j'ai pas le choix. Si j'essaie d'être mesuré contre Benoît, ça va pas fonctionner. Ou en tout cas, ça peut fonctionner, mais c'est pas spécialement là où j'ai le plus de chances de l'emporter. Donc soit tu es Poirier et tu dis, je vais à la guerre. Je force le boxing range parce que c'est là où moi je suis le meilleur. Et c'est là où je pourrais trouver des ouvertures contre Benoît. C'est risqué, c'est dangereux, mais c'est peut-être là où j'ai le plus de chances de l'emporter. Donc tu frappes dur et tu donnes ta vie sur les défenses d'amener au sol, parce que si tu te fais amener au sol, c'est là où c'est le pire pour toi. Ou bien tu peux peut-être te dire, je vais lutter proactivement Benoît pour le contrôler au sol, pour prendre la position du dessus, parce que si c'est moi au-dessus au sol, bah, il pourra pas me faire la guerre debout, forcément, parce qu'on est au sol. Et il est moins fort. Il est moins dangereux. Il est moins dangereux sur son dos que en étant au-dessus de moi. Donc si c'est lui qui m'amène au sol, je suis vraiment dans un bourbier. Si c'est moi qui l'amène au sol et que j'arrive à défendre ses renversements, qui sont excellentissimes, on l'avait souligné dans le podcast la semaine passée, alors j'ai aussi ma chance. Donc pour moi, il y a deux possibilités pour Dustin Poirier. Je partirais plutôt sur la première, mais la deuxième ne me surprendrait pas. S'il vient en mode lutteur offensif contre Benoît Saint-Denis, ça me surprendrait pas. Donc je sais pas si toi tu avais une troisième approche de combat. Je vais appeler ça une approche de combat, ou si tu étais aussi parti un peu sur ces deux-là ou sur une des deux et voir laquelle tu préfères. Non, mais alors, attends, je fais un petit intermède juste avant pour bien dire à la communauté, les gars, les commentaires, surtout quand ils sont judicieux et qui sont pas, on vous écoute et je vous lis. Moi, j'essaye de lire, même si des fois, j'ai pas le temps de répondre. Deux choses importantes avant de te répondre, Chris. La première, oui, Dustin, je pense, en termes de temporalité, il revient au bon moment. Parce que effectivement, il a pris un KO sur un high kick, mais je dis ça de tête, Chris, tu me coupes si je me trompe, mais je pense qu'il s'est passé 12 mois ou presque 12 mois depuis ce KO. Donc ça, c'est la bonne temporalité pour revenir à haut niveau. Alors, je te coupe parce on n'est pas à 12 mois. C'est facile à retenir pour moi. C'était pendant mes vacances, mes rares vacances. Donc, c'était fin juillet. C'était fin juillet. Et donc là, il revient le mois prochain. Donc ça fait Donc, quoi? ça nous Ça fait fait 7-8 mois. ouais, 7-8 8 mois. mois. Donc ça me paraît, Mais c'est une bonne temporalité quand même. Moi, ça me c'est paraît, son ouais, premier KO. Ouais. ça me paraît correct. Et si tu compares avec Volca, il y a quoi? Il y a deux ou 3 mois minimum d'écart. Volca, c'était octobre et maintenant. Donc, Ouais, tu vois. c'était 3 mois et demi. 3 mois et Donc, demi, 4 mois. je pense qu'au niveau temporalité, on n'est pas trop mal. Ouais. Effectivement, mais jamais nous, en tout cas, on a dit que Benoît prenait beaucoup de coups. Benoît, si tu expurges la statistique de Eliseu, effectivement, il prend pas beaucoup de coups. Enfin, il prend pas trop de coups. On en prend toujours trop dans ce métier, mais en tout cas, ses stats ne sont pas du tout mauvaises dans la catégorie. Non, du Et tout. donc ça, c'était bien pour le dire, les gars. On vous lit, on vous écoute, et ce que vous dites est très intéressant. Moi, je vais te dire, Chris, que je pense qu'il prépare les deux game plans et même peut-être un troisième. Pourquoi je pense qu'il prépare les deux game plans? Celui de la bagarre, parce que pareil, on l'a vu avec des PM fighters qui aiment beaucoup la bagarre et qui sont très adroits debout un peu. Pareil, hein, j'ai pas envie encore de me faire reprendre pour écorcher le nom, mais on l'a vu avec le Dagestanais qui est au PFL là. Magomed Karimov. Non, 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 c'est non, un je crois russe, que c'est ça. Omen Pardon. Likov ou un truc comme ça, mais on va encore dire, ouais, il fait comme Michael Obou, il écorche les prénoms. Oui, les gars, je ne suis pas agrégé en langue. J'ai du mal avec certaines prononciations, mais celui qui veut suivre, suivra. Et c'est un mec qui va à la bagarre et qui ne fait qu'avancer. Et on a vu, pareil, quand j'ai fait mes petits insides des stories de coach et sparring de ATT, j'ai identifié cet individu à de nombreuses reprises avec Dustin. Donc, il se prépare à la guerre, il se prépare au scramble et au travail au sol. Donc ça, c'est les deux premières. Troisième game plan possible, et non, je ne vois pas pourquoi Dustin ne tenterait pas vu son niveau de boxe anglaise. On a vu un Strickland qui a quand même mis grandement en difficulté Drixus sur le jab. Un déplacement antéro-postérieur, c'est-à-dire déplacement arrière latéraux et jab.
Et on a vu quand même qu'à de nombreuses reprises, ça a fortement, fortement handicapé Drixus. Alors, je ne dis pas que Drixus, c'est Benoît, mais on a dit qu'on essayait de se rapprocher de styles similaires pour le game plan. Ils sont à l'ouvert. Moi, j'aime bien le jab à l'ouvert. Je trouve que ça peut être très intéressant. Ça, c'est un troisième game plan qui me paraît important, même si c'est un game plan temporaire de transition pour reprendre un petit peu pour marquer des points, tout simplement aussi sur les momentum du combat. Dustin, très gros niveau en boxe anglaise. Pourquoi pas aussi travailler sur cet aspect du combat qui peut, je pense, lui permettre même si c'est gaucher, on sait que les calfs et les middle, ils vont avoir une grande importance. Et on sait que Benoît, il shoot, même si il a le tibia ouvert, même s'il a le pied cassé, même si tu as bloqué 3 fois avant. Là-dessus, l'aspect mental prime et tu sais que ça va être compliqué. Donc, le travail de se dire, OK, ben, je m'économise aussi tant qu'il ne se jette pas et je marque mes points avec mon jab, ben, ça peut être intéressant aussi. Ouais. Oui, clairement, je pense au final, si Dustin Poirier se rend compte que Benoît arrive dans la cage avec une approche un peu plus mesurée, d'ailleurs, je trouve, et ça n'est que mon avis parce que le combat était éphémère, mais j'ai trouvé Benoît plus mesuré dans son combat contre Frevola que dans tous ses autres combats. Il gardait la pression, il avait du volume, mais c'était pas autant partir à la guerre que contre Moises ou contre Bonfim ou Miranda ou Stolz. Ouais. Et j'avais apprécié ça. Maintenant, comme on l'a dit la semaine passée, pour Dustin Poirier, je pense que moins de mesures est plus intéressant. Donc il va devoir remettre son curseur un peu plus en mode j'impose quelque chose, je t'impose quelque chose, parce que effectivement dans un combat un peu plus mesuré, je crois que ça laisse plus de portes à Dustin Poirier d'imposer son anglaise, et il a vraiment une très très bonne anglaise. Mais c'est pour ça que je pense que MMA, ça c'est le game plan de la deuxième partie de combat, Chris. Je sais pas ce que tu en penses, mais oui. Si le combat dure, le jab de Dustin sera hyper déterminant dans le combat. C'est-à-dire que à fond, tu vois là, tu sens dans son truc. Alors je vais redire le nom, mais il s'est préparé à la guerre, il a pris des mecs d'horreur. On sait que les Dagues là-dessus, ça va à la guerre et ils ont un peu le mental, ils ont même beaucoup le mental de Benoît. Donc il se prépare sur cet aspect. Il fait aussi avec un grand technicien du scramble qui est sur le dos, notamment sur la garde ouverte, ces deux game plans. Et derrière, à mon avis, on commence à faire notre game plan. Mais moi, je pense qu'un Benoît Saint-Denis, tu le mets pas KO dans les 2 premiers rounds parce que à moins de le connecter et de faire le shot, son capital confiance, sa détermination à mettre sa famille à l'abri, parce que c'est ça, hein, à la base, la plupart des fighters, ils le font pour ça en premier. Donc, si tu mets ce contexte en lumière, il y a une détermination, elle est colossale. Donc, la probabilité qu'il le connaisse, qu'il le connecte et qu'il fasse le shot parfait, elle est quand même moindre. Donc, il va pouvoir l'amener en eau trouble, en eau profonde. Et je pense qu'à partir du 3e round, le jab, avec des déplacements latéraux et ça peut être très déterminant et ça peut marquer beaucoup de points, et ça peut générer des dégâts et ça peut te faire gagner le combat. Ouais. Ouais, je te rejoins. Je pense que, en plus, on en a parlé avec Brian cette semaine sur, je sais plus, c'était sur le podcast Moreno contre Royval. En tant que combattant, tu dois te préparer à gagner à la décision. Tu peux pas, en tout cas, ce serait une erreur selon Brian et moi, et je pense que tu confirmeras aussi. Ouais. Ce serait une erreur de dire je vais rentrer dans cette cage, je vais le mettre KO au premier round. Parce que si tu te prépares à le mettre KO au premier round et que ça vient pas, c'est là où tu vas commencer à rentrer dans les tranchées et à te mettre toi-même en difficulté juste parce que tu as joué sur un élément du combat qui est dépendant du temps. Si tu viens préparer pour gagner à la décision et qu'en plus de ça, bah, voilà, si le chaos se présente, tu vas le prendre, c'est une bien meilleure approche. Et donc pour Dustin Poirier, je pense que c'est très intéressant ce que tu dis. On a vu ce que ça a donné Élisée contre Benoît Saint-Denis. Oui, Benoît, tu peux vraiment le faire vaciller, tu peux le connecter, tu peux lui faire mal, mais il va rester dans ce combat. Si tu ne l'éteins pas, il sera toujours là et il sera toujours dangereux. Et donc, à la place de Dustin, tu dois évidemment prendre ce combat en considération en disant, OK, il a pris des sales frappes, il n'est pas tombé. En fait, j'ai re-regardé ce combat et je trouve que c'est un combat de référence pour Dustin Poirier à l'approche de Benoît Saint-Denis. Il doit faire un peu comme il a fait contre Max Holloway.
Max Holloway, il est venu pour le taper dur, pour le taper fort, mais dès le moment où il a remarqué que c'était difficile de le mettre KO, il a légèrement diminué l'intensité de ses frappes pour se garantir d'être capable de tenir un certain rythme qui lui permettait de gagner jusqu'à la dernière reprise. Et je pense que s'il peut tirer le son de son combat contre Max Holloway en se disant « Ok, Benoît Saint-Denis, ce sera un peu pareil, je vais peut-être le connecter dur, je vais certainement le connecter dur, mais il va rester debout. Donc, il faut que je puisse gérer mon énergie, gérer mon intensité, gérer mon cardio de sorte que je puisse encore être performant dans la 5e reprise. » C'est la meilleure approche de combat pour Dustin Poirier. Donc, ce que je disais tout à l'heure de oui, Poirier, il doit se préparer à aller à la guerre, forcer le boxing range, mais il ne doit pas se mettre en dette d'énergie. Il ne doit pas tout dépenser pour autant. Il doit garder cette efficacité. Il doit vraiment garder cette efficacité et un peu être capable d'être flexible dans l'ajustement du rythme. Donc, si pour une raison X ou Y, Benoît Saint-Denis a un rythme plus faible que d'habitude, Dustin Poirier doit en profiter pour se dire « Ok, moi aussi, je baisse ce rythme et je viens essayer de dominer avec une boxe mesurée où je vais choisir mes frappes, notamment ce jab, notamment ce low kick, notamment ce shift qui travaille très très bien et voir comment ça réagit de l'autre côté. » Et donc, du côté de Dustin Poirier, je pense qu'il doit surtout être prêt à faire les bons ajustements. Il doit jouer de son expérience. Tu parlais d'expérience tout à l'heure. Dustin Poirier, il a tout connu dans la cage. Il a tout connu dans la cage, sauf en profil comme Benoît Saint-Denis. Mais son expérience fait qu'il devrait être capable de faire les bons ajustements très rapidement, en temps voulu et en direct. Ouais, puis moi, je pense vraiment sur le striking, tu as 2 armes vraiment, vraiment importantes et qui vont peser dans l'issue de ce combat, c'est le jab et le calf, surtout à l'ouvert. Ouais. Donc, c'est vraiment, à mon avis, celui qui défend bien ça, si c'est Benoît, et celui qui s'en sert bien, si c'est Dustin, en sachant que Benoît est capable de le faire aussi, sans lui manquer de respect. Je pense que sur le calf, il frappe peut-être plus fort que Dustin, mais c'est peut-être un peu moins travaillé. Et sur le jab, un petit avantage à Dustin quand même qui me paraît plus corporate et plus technique sur la boxe anglaise. Ouais. Mais en sachant que Benoît frappe très, très, très fort également. Donc, il y a ces 2 armes et je pense vraiment que debout, moi, je mettrais quand même un soupçon, un zeste de déplacement parce qu'il faut bien se déplacer face à Benoît parce que si tu laisses la distance se rapprocher, il peut shooter et il shoot très bien et son timing est excellent. Et si tu laisses rentrer à une distance où il peut faire la bagarre, il frappe aussi très fort. Il a son cross qui est très intéressant et son middle. Donc, voilà, les armes sont là. Être capable de se déplacer. Est-ce que... Oui. Est-ce qu'on irait même jusqu'à dire que les déplacements pour Dustin seraient une partie de la clé de sa réussite dans le sens clairement. Où, voilà, si tu restes en face de Benoît, tu sais qu'il va te foncer dedans, donc c'est important de te déplacer contre lui. Et on parle souvent de ces exemples, mais Benoît s'est déjà fait salement connecter à l'UFC en dehors de son combat contre Eliseu, parce qu'on dit toujours contre Eliseu, il a pris beaucoup, etc., etc. C'est vrai, mais je prends toujours l'exemple contre Niklas Stolz, contre Stolz, il prend un kick qui se transforme en genou sur une tentative d'amener au sol qui est légèrement télégraphiée et qui part d'une mauvaise distance. Et contre Thiago Moïse aussi, il prend quelques coups en contre quand Thiago Moïse est acculé à la cage. Alors, je le dis toujours pour nuancer, c'est pas un défaut chez Benoît, parce que Benoît, l'intensité, le volume, le type de combat qu'il impose à ses adversaires, ben forcément, il sait qu'il va se faire toucher. Tu peux pas avoir le style de Benoît sans te faire toucher dans tes combats. Ceci étant dit, avoir des bons déplacements constants, ça pourrait amener Benoît à shooter sur une amenée au sol à un moment qui n'est pas opportun. Et on sait que Dustin Poirier travaille avec, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est celui qui, avec les lumières, là, qui travaille beaucoup avec les blaze spots. Oui. Donc, il travaille beaucoup le temps de réaction, la réactivité. Ça va me revenir. Je ne l'ai pas, je suis désolé le nom, mais oui. C'est pas simplement Monsieur Muscle ou un truc comme ça, Mr. Muscle. Non, mais j'avais son blaze, mais impossible, là, j'arrive pas à le ressortir. Ouais, franchement, il est très chouette à suivre sur les réseaux en plus. C'est très instructif ce qu'il donne. Bref, je sais que Dustin, à un moment de sa carrière, travaillait beaucoup là-dessus pour avoir vraiment des temps de réaction très intéressants. Et en fait, si tu te déplaces bien et que ça amène à certains moments du combat Benoît à prendre une décision à un moment où tu te déplaces et du coup, avant que tu te déplaces, la décision est bonne. Au moment où tu t'es déplacé, la décision est mauvaise. Ça te donne une ouverture sur un temps de réaction très rapide, connecté. C'est intéressant. Alors, encore une fois, tu ne peux pas rentrer dans le combat avec cet objectif unique, mais tu peux te dire, OK, si je me déplace
constamment et que je fais confiance à ma réactivité, à mon temps de réaction, je pourrais trouver des ouvertures très très intéressantes contre Benoît Saint-Denis, ce qui signifie que je te rejoins, le footwork pour Dustin Poirier, c'est primordial. Il a une importance colossale dans ce combat, le footwork. Je te dis, vraiment debout, moi je suis intimement persuadé que jab calf et footwork pour éviter de rentrer dans la distance où ça peut shooter à l'ouvert, c'est le principal de ce combat. Ça et une concentration. Alors bien sûr que tu dois te concentrer 5 rounds, mais il faut vraiment les 2 premiers rounds les capitaliser au maximum. S'il arrive, et parce que pour ceux qui découvriraient le podcast, là on a dit qu'on parlait au niveau de ce que pourrait être le camp et la trajectoire en tout cas du camp de Dustin Poirier. C'est pas du tout que... Attends, du coup, j'ai oublié de faire la mise en contexte. Je le fais en plein milieu du podcast. Profitez-en pour vous abonner tant que je te coupe. Parce que donc, ceux qui n'ont pas pu comprendre. Non, mais bon, ils auraient compris au cours du podcast. Et puis, je pars du principe que 80-85% des gens qui écoutent ce podcast-ci ont écouté au moins le précédent et avaient potentiellement écouté les 3 précédents. Donc là, les gars, c'est le 4e podcast d'affilée où on parle training camp. Donc, on avait commencé par quel est le training camp optimal pour Baki contre Doumbé. On a fait l'inverse la semaine d'après. La semaine passée, on a évaluer ce qu'était le training camp optimal pour Benoît Saint-Denis à l'approche de son combat contre Dustin Poirier. Et donc aujourd'hui, on élabore ce qui nous semble judicieux à la place de l'Américain Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis. Je te redonne la plateforme. C'est pas du tout qu'on veut que Dustin batte Benoît. Pour les gens qui, c'est pour ça que je trouvais utile de le préciser maintenant. Là, on prend l'angle de Dustin et on a essayé de donner des trajectoires à ce camp et à ce formidable qui va avoir lieu dans 3 semaines, non, si je dis pas de sottises, 3 semaines, je pense. Même pas 2 semaines, hein. 2 semaines. On se rapproche drastiquement, 2 semaines et demie. 2 semaines et demie. Donc voilà pourquoi on parle uniquement du camp de l'Américain. Donc et tu vois, souvent on parle de duel lutteur contre striker et sur 3 rounds, on souligne l'importance du premier. Là, c'est pas tout à fait le même duel puisque Benoît est bien plus complet qu'un simple grappleur, mais je souligne vraiment l'importance des 2 premiers rounds. Si sur les 2 premiers rounds, il arrive à gagner les 2 ou au moins à faire 1-1, le combat il va changer de tournure parce que ça va être compliqué et surtout c'est la dépense énergétique. Répondre à l'agressivité, parce que quoi qu'on en dise, on ne sait pas à quel degré Benoît va être agressif, mais Benoît va être agressif parce que je pense que ce serait totalement inhabituel et surtout mal opportun qui change sa stratégie sur ce combat. Néanmoins, il peut varier le degré d'agressivité, mais je pense que vraiment, la réponse énergétique au contre de Benoît, c'est primordial. C'est-à-dire que s'il arrive sur les 2 à la deuxième, qu'il a répondu, qu'il a marqué ses points, qu'il a gagné les 2 premiers rounds et surtout que sa réserve énergétique est supérieure à celle de Benoît, il a fait 90% du combat parce que la probabilité qu'il se fasse saucer en ground and pound ou toucher durement debout au 3e, on sait qu'elle va être moindre et c'est une évidence dans le rythme envoyé dans les 2 premiers rounds va être important. Donc la clé du combat, moi je pense qu'elle est vraiment là et sur les phases d'observation, parce que malgré tout, il ne faut pas rester que sur l'exemple de Frévola, on peut revoir le combat de Benoît à Paris, il y a quand même des périodes d'observation, même si elles sont courtes, on va dire. Sur les périodes d'observation, en fonction de la distance et de la direction, faire valoir le jab ou le calf, garder une distance où il ne peut pas shooter, où tu ne peux pas prendre de middle plein, une distance pas inhabituelle chez Dustin, mais on sait que c'est pas un adepte du kicking range. Et il aime bien être à distance de boxe anglaise quand même, si tu regardes la majorité de ses combats contre des strikers notamment. Là, je pense qu'il faut travailler 10-15 cm un peu plus loin de ce qu'il travaille d'habitude, de façon à pouvoir gérer plus facilement les takedowns et les middle. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et justement, ça nous fait faire la dernière transition de ce podcast qui reste quand même focus sur le camp d'entraînement. De manière générale, comment est-ce que... Attends, j'ai reformulé, je repars de zéro. Une des loose conditions qu'on avait définies pour Dustin Poirier, quand on parlait la semaine passée de Benoît Saint-Denis, c'était le fait que Dustin fatiguait énormément après plus d'1 minute de grappling intensif. Donc si dans un combat, vous allez voir les combats précédents de Dustin Poirier, s'il y a du grappling pendant plus d'1 minute et que le grappling est intense, où ça contracte, ça congestionne les muscles, au moment où Dustin Poirier va se relever, il va reprendre ses grandes respirations, il va créer de la distance, il va
envoyer moins de volume, il va tirer sur son short. Non, pardon, ça il fait tout le temps. Euh, mais c'est important. On disait que c'était important pour Benoît de pouvoir varier le jeu, changer d'aspect du combat, de diriger le combat vers la lutte de temps en temps pour que quand ça se relève, réaugmenter le volume en striking parce que c'est à ce moment-là que Dustin Poirier sera le plus vulnérable. Est-ce que c'est intéressant pour Dustin Poirier de travailler par rapport à ça? Donc de travailler vraiment, ok, tu sais quoi, Mathéus, shoot sur moi, shoot sur moi, shoot Mais je sur suis moi, persuadé qu'il l'a fait, fais-moi me Chris. relever. Voilà, c'est ça. Et après, quand tu te relèves, passe à quelqu'un d'autre qui est frais, viens boxer avec moi, on boxe, on boxe, on boxe. Ok, Mathéus, tu rentres contre moi, fais-moi tomber, je me relève, je travaille pour me relever et j'apprends à combattre avec mes muscles congestionnés. J'apprends à combattre Mais debout, en sortie de phase de grappling. je pense vraiment qu'il l'a fait. Attends, là, ils ont bossé ensemble. C'est-à-dire qu'être teammate à l'ATT, ça fait longtemps qu'ils y sont, parce que Gamrot, je crois qu'à déjà, à la fin de sa période KSW, il commençait déjà à aller à l'American Top Team. Tout à fait. Donc, ils sont partenaires d'entraînement teammate depuis peut-être 5 ans, peut-être 6 ans. Par contre, si tu regardes un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, tu voyais pas spécifiquement de travail ensemble. Que moi, je suis beaucoup Gamrot et là, tu vois tous les jours quasiment qui se chiffonnent ensemble et qui roulent ensemble. Donc, je pense vraiment qu'il a pris cet aspect en considération. L'aspect garde ouverte et l'aspect scramble, mouvement, se remettre debout, travailler contre le mur, générer de l'espace pour pouvoir se relever. Je pense que c'est un aspect qu'il a pris là-dessus. On peut être sûr à 100% que c'est un aspect qu'il a travaillé. Après, il a pris le camp en avance parce que je crois qu'il a démarré début février, si je ne dis pas de sottises. Fin janvier, début février, son camp d'entraînement, parce qu'il y avait une photo comme il partait de chez lui. Est-ce que ça, c'est suffisant pour apprendre? Non. Est-ce que c'est suffisant pour... Oui. Donc, ça va aussi dépendre de ce qu'il a. Est-ce qu'il a bien fait ses devoirs ou pas? Parce que 3 mois de camp, aussi intensif qu'il soit, ou 2 mois et demi de camp, ça te permet de peaufiner des choses malgré tout, de mettre les mains où il faut, s'il faut faire des réglages, mais ça ne te permet pas d'apprendre une compétence si celle-ci avait été ignorée. Donc, il y a quand même un caractère de réserve à avoir. Qu'il le bossait, c'est sûr. Qui va être efficient là-dessus? Il faut mettre un bol, ça va dépendre de ce qu'il a sur la dernière année. Voilà, je pense que c'est pas la peine d'aller chercher plus loin en arrière, mais si tu fais tes devoirs et que tu es récurrent et que tu es constant dans ton travail, oui, tu peux peaufiner des réglages en 2 mois, c'est largement suffisant. Si tu n'as pas fait tes devoirs, il faut retravailler tout un système, une forme de corps, et là, les 2 mois ne suffiront pas. En tout cas, ils vont suffire peut-être un round, mais ça va lâcher très rapidement. Ouais, trop rapidement, effectivement. Et en fait, là, pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire, tu sais, c'est dommage pour Dustin Poirier qu'il y ait eu une prise de tête avec Colby Covington, parce que Colby Covington aurait été un chouette profil, en fait, pour se préparer à Benoît Saint-Denis dans le volume, dans le fait que Colby est très bon profil. C'est ça, en fait, sur le volume, le cardio, je vais pas dire le style, mais voilà, sur l'intensité qui peut être mis. Je pense que tu combines Colby Covington avec un Mathéus Gamrot et peut-être un troisième profil un peu plus striker, ça peut être vraiment très intéressant. Mais voilà, je pense qu'on a fait un très bon tour de la question sur la partie training camp. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter qu'on aurait omis sur ce podcast? J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est vraiment un affrontement qui me hype énormément. Je suis vraiment, j'attends ce combat avec impatience pour voir, et j'ai vraiment l'impression que, alors Benoît, on le sait, j'allais dire les 2 protagonistes ont pris ça au sérieux. Benoît, c'est toujours au sérieux, mais de voir Dustin comme ça, on se dit, bah ok, on va avoir des réponses très rapides et on va pouvoir savoir la suite pour Benoît. Là, vu comment il a pris le combat au sérieux et la préparation au sérieux, Dustin, si Benoît lui roule dessus, je pense que le MMA français va avoir, c'est pas de beaux jours parce qu'on en a déjà des beaux jours, mais de magnifiques, une magnifique période qui va arriver dans les mois à venir. Claire, je suis assez persuadé, genre à 99,5%, que la version de Dustin Poirier qu'on aura le soir de l'UFC 299, ce sera la version optimale. Ce ne sera pas je me suis entraîné à moitié, j'en veux à l'UFC, ils m'ont donné un combat comme ça. Non, je pense qu'il prend ça très, très, très au sérieux. Donc s'il lui roule dessus, tant mieux pour Benoît, parce que voilà, c'est ça. Si Benoît gagne, c'est qu'il est au-dessus. Point final. Si Dustin gagne,
on espère que ça offre des leçons à Benoît Mais pour bien sûr, ça, revenir encore plus fort. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Benoît, il a quoi, 27, 28 ans? ouais, je crois qu'il vient de faire 28. Et tu apprends toujours d'un combat, même si il se. Alors, bien sûr qu'on espère à 100 000% qu'il le dépasse, mais quoi qu'il arrive, tu apprends toujours de ce genre de combat. Surtout que là, c'est des combats. Bah, il y a très peu de fighters qui les font dans une vie, hein. Un seul déjà. Donc là, il a la chance de le faire à 28 ans, un combat de légende. Et on apprend toujours de ce genre d'affrontement. Mais en fait, c'est clair. En fait, c'est ça toute la force pour Benoît dans ce combat. C'est que s'il gagne, c'est extraordinaire. Et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et vous le savez très bien, on est ultra sincère quand on dit qu'on souhaite sa Bien victoire. sûr. On est à fond derrière lui. S'il perd, c'est pas dramatique du tout, dans le sens où, comme je l'ai dit, il est encore jeune, c'est le 11 contre le 3, donc quand tu es 11e et que tu perds contre le 3e, c'est pas dramatique du tout, comme je viens de dire, et c'est le genre de combat qui pourrait te pointer du doigt les axes d'amélioration qui vont te permettre de bosser dessus, de revenir et d'être 4 fois plus fort qu'avant, et à partir de ce moment-là, de rouler vers le titre. Une carrière ne doit pas être parfaite. C'est très rare d'ailleurs. Au final, on le regarde, une carrière parfaite, bah, tu as Khabib. Et c'est tout. Et c'est tout. Au-delà de ça, tous les autres champions qu'on a connus, tous les GOATs, tous ceux qui sont dans la conversation des GOATs, ils ont connu des défaites et ils sont revenus. Alors oui, éventuellement John Jones, on peut dire sa défaite n'est pas vraiment une défaite, mais ce sont des cas tellement rares que c'est même pas ça qu'on peut... Enfin, c'est ce qu'on doit espérer pour les combattants qu'on supporte. Mais les plus belles carrières sont celles aussi où on a vu des combattants revenir d'une défaite. Et d'ailleurs, c'est encore limite, c'est encore plus beau. Donc, c'est le combat parfait pour moi, pour Benoît, à cet instant-ci. Il est jeune, il a une hype. S'il gagne, il a tout à gagner. S'il perd, personne ne lui en tiendra rigueur. Exact. Il ne va pas se faire critiquer et ça va lui permettre de retravailler sur ce qui a été exploité par Dustin Poirier pour se rendre encore plus invincible qu'il ne l'est à présent. Et je pense que ça, c'est un mindset très important à avoir en tant que fan, juste avant de regarder ce combat. Rien à rajouter là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi et on le supporte à 3000%. Voilà, bah, ceci clôture donc notre podcast. Je vais faire la petite pub maintenant. Le combat sera disponible sur RMC Sport. Si vous n'avez pas encore votre abonnement et que vous voulez le voir, j'imagine que vous voulez le voir si vous avez regardé le podcast jusqu'au bout. Si vous n'avez pas encore l'abonnement, c'est en description de cette vidéo. Aldric, un tout grand merci pour ta préparation, pour ta disponibilité et pour, encore une fois, la qualité d'information que tu propages au travers de Fight Minds. Tout le monde, belle journée à vous. Ciao, ciao. À très vite, à bientôt. Merci mon Chris. Ciao, ciao.